Bonjour, moi c'est Camille Sigouin, je suis co-animatrice du podcast. Puis moi, c'est Danielle Roy, puis je suis co-animatrice avec Camille pour le podcast. Merci tout le monde d'avoir connecté. Bienvenue au premier podcast officiel de l'AFO qui s'appelle Faut qu'on se parle. Dans ce podcast, on a des discussions avec des personnes d'influence et des modèles accessibles de différents milieux de la francophonie ontarienne. Cette première saison est financée par le programme Ottawa Bilingue de l'ACFO Ottawa. Ce programme micro-subvention vient appuyer la communauté dans la création de nouveaux projets de bilinguisme. Aujourd'hui, on a parlé à Sarina Asilas. Elle est venue nous parler de l'immigration francophone en Ontario. Elle nous a dit des histoires, puis elle nous en a appris. Je savais vraiment pas. Je pense que je viens de réaliser que je suis vraiment pas éduquée dans le système d'immigration au Canada. Donc, je vais faire plus de lecture, mais elle nous a dit des défis, les enjeux, le choc à son système quand elle a déménagé, les raisons pourquoi elle a déménagé. Donc, ça a vraiment été une conversation qui m'a inspirée, puis je la trouve vraiment, tellement brave. Donc, merci. J'ai vraiment hâte de passer la demi-heure avec vous. Donc, bon podcast tout le monde! Allô Sarina, comment ça va? Ça va bien? Merci d'être avec nous aujourd'hui à l'épisode 8 du podcast de l'AFO. Donc, Sarina, aujourd'hui, il faut qu'on se parle de l'immigration francophone en Ontario. Donc, Sarina, parle-nous un peu de toi, ton parcours, tes expériences, tes expertises. Donc je suis Sarina Selas. J'ai des expériences diverses dans l'industrie, dans le communautaire, dans la coopération internationale. J'ai 2 maîtrises, une en ingénierie de la santé et une en administration publique, avec une spécialité en gestion des risques et des crises. Je suis française. Oh wow! Je savais pas que tu avais 2 maîtrises, ça, c'est super intéressant. Je te dirais, s'il y avait quelque chose dans ta vie, tu sais, que t'es comme, ah oui, ça, je suis fière de ça, c'est la chose que je peux aller me coucher le soir, puis je dis, j'ai fait ça dans ma vie, je suis fière de ça, c'est quoi cette chose-là? Wow! Franchement, c'est une question super difficile. Professionnellement parlant, j'ai vraiment accompli de petits rêves ici et là. J'ai par exemple fondé une plateforme de financement participatif. J'ai été fondatrice et directrice d'un organisme communautaire qui met en place une monnaie locale complémentaire. J'ai été entrepreneur, j'ai voyagé pour le travail et pas que pour le travail. J'ai vraiment, je pense, peut-être que je dirais ma capacité à continuer à rêver et à atteindre ces différents rêves, et encore plus en étant mère, parce que je suis maman d'une petite fille. Ouais. Et puis, j'ai vraiment jamais arrêté de rêver. J'ai jamais autant rêvé et autant accompli que depuis que je suis maman. Et puis, pour moi, c'est vraiment un exemple que je me dois de donner à ma fille. Donc, pour qu'elle puisse, elle aussi, jamais mettre sa vie en pause pour X raisons. Wow! Quand t'as dit que t'étais entrepreneur, c'était quoi ta business? J'ai été consultante, puis je suis coach certifiée. Donc, je fais de l'accompagnement pour des entreprises et des particuliers sur divers sujets. J'ai fait, par exemple, du media training et d'autres petites choses, du coaching d'équipe sur des sites reculés, un peu dans la forêt. C'était vraiment sympa comme période de ma vie. Ben, Colin! On en apprend tous les jours. Non, mais cool! T'as dit que tu venais t'es française. Tu viens de... C'est quoi ton pays d'origine? Alors, je suis française, mais je viens de Guyane. C'est un département français d'outre-mer. C'est en Amérique du Sud, juste au-dessus du Brésil. Donc, c'est un petit bout de France en Amérique du Sud. C'est quoi qui t'a décidé? Je sais que tout le monde a un trajet, un parcours différent quand ça vient à ça. Là. Je sais que c'est pas tout facile tout le temps, mais c'est quoi qui t'a décidé de déménager au Canada, en Ontario spécifiquement, là? Mais au Canada général? D'accord. En fait, j'ai découvert le Canada quand j'avais, je pense, à peu près 20 ans. Avec une amie, on était partis en voyage en Amérique du Nord. On avait fait de New York à Montréal.
Et puis, c'était super cool. Je me disais, c'est super, c'est cosmopolite. J'avais rencontré plein de personnes qui venaient des quatre coins du monde. C'était vraiment super enrichissant. C'était vraiment les vacances de la liberté. Genre, on a accompli plein de rêves. On a vu Whitney Houston en concert à Central Park. Enfin, c'était vraiment un peu fou comme vacances. Oh! Ouais, il y a franchement des histoires trop bien autour de ce voyage. On a approché Whitney d'une façon qui n'était pas prévue et son garde du corps nous a pourchassés. Puis moi, j'étais en train de... Je sentais que j'allais mourir et puis mon amie, elle l'a touché, genre. Ouais. J'ai cru que j'allais finir en prison. On parlait à New York, aux États-Unis. Oui, c'est ça. On parlait à peine anglais en plus à l'époque. Et puis, c'était vraiment super bizarre parce qu'il y avait une file d'attente de plusieurs jours pour la voir au concert parce que c'était gratuit. C'était Good Morning America. Et puis, nous, on est arrivés genre le jour du tournage. Et puis, on était surprise de la file d'attente. Il y avait un journaliste qui posait des questions dans la foule. Et je dis à ma copine, on rentre là, maintenant. Moi, je vois Whitney aujourd'hui et on comprend pas si on nous dit de partir. Genre, on parle que français, on comprend pas. Oh. Et puis, le stress, on est entré dans la zone du concert alors qu'il y a des personnes qui attendaient depuis 2 jours. On peut plus rentrer. C'était pas gentil, là, mais honnêtement, c'était l'expérience d'une vie. Moi, je pense que c'est pas la chose que tu es le plus fière dans ta vie, que tu te couches le soir et tu te dis « j'ai fait ça ». Peut-être. Mais du coup, ouais, c'était une super expérience. Après, de toutes les façons, j'avais pris mon billet d'avion Paris, New York, Montréal, Paris. Donc, il fallait que j'arrive au Canada. Et puis, c'était super cool, le Canada aussi. Les gens étaient tellement gentils, polis, incroyables. Le bilinguisme, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'on me voyait arriver avec ma valise. Et puis, on me disait en anglais et en français, est-ce que je peux t'aider? Puis, j'avais vraiment trouvé ça super cool. Puis, le temps est passé, mais l'idée de venir vivre au Canada m'a jamais vraiment quittée. Et je me suis réveillée un matin de janvier 2019 en me disant « Au fait, et le Canada ?» Et puis, j'ai testé, me voici. Fait que là, c'est depuis janvier. Je sais pas pourquoi je pensais que tu étais ici, ça faisait plus longtemps que janvier. Non, je suis ici depuis fin août 2019. Oh. Donc, en janvier, j'ai commencé ma procédure par un permis temporaire, parce qu'il y a des accords entre la France et le Canada. Mm-hmm. Et puis, je suis arrivée en août, le temps de tout mettre en place. Puis là, t'es atterri à Montréal la première fois, mais pourquoi l'Ontario? Comme pourquoi t'as décidé de venir en Ontario? Je voulais définitivement venir dans une zone bilingue. OK. Donc, c'est pas que Montréal, c'est pas bilingue, mais on vit quand même vachement en français. Puis j'avais vraiment, vraiment envie d'avoir cette double influence linguistique, surtout pour ma fille. Donc, j'ai su direct que j'allais venir en Ontario. J'hésitais un petit peu avec Vancouver parce qu'il paraît que la température est géniale. Mais, en gros, j'avais Vancouver, Toronto ou Ottawa. Et puis Ottawa avait cette réputation d'être assez tranquille, familiale, super bilingue. Donc, je me suis dit que c'est ce qu'il me fallait pour ce moment-là de ma vie. Oh, intéressant. Puis, toi, tu dirais à date, avec tout le processus d'immigration, je pense que tu es encore en train de le vivre, je figure. Encore en train de le vivre. en demande de résidence permanente. Puis, c'est quoi les gros défis? Il doit y en avoir, là, je pourrais juste imaginer. Oh, il y en a tellement. C'est super difficile à dire. Le processus en lui-même, moi, j'ai un des processus, je pense, les plus simples, grâce aux accords entre la France et le Canada. Et puis, c'est super dur. Tu vis vraiment dans l'incertitude parce que j'ai pu venir avant d'avoir une résidence permanente en permis de travail. Et puis, c'est à double tranchant parce que t'es là, tu y accèdes un petit peu plus facilement, on va dire. Faut compter aussi sur la chance parce que c'est un tirage au sort. Et puis, une fois que t'es là, tu dois vraiment... Je savais pas ça, je vois juste ça. Ouais. J'avais aucune idée que tu vas tirer au sort. Ouais, t'es tiré au sort. En fait, c'est un permis qui s'appelle Vacances-Travail, qui permet aux Français de venir jusqu'à 2 ans au Canada pour travailler ou pour voyager. Et puis, c'est un tirage au sort. Et pour la petite histoire, j'ai essayé 3 années d'affilée et puis j'ai jamais été tirée au sort. Et j'ai été tirée au sort la 4e fois. Mais c'est ça qu'il faut parce que dans ce système-là, ça fait rien comme à longtemps, t'es sur la liste.
Ou c'est-tu Oh non, ça? non, tu dois te réinscrire à chaque année Ok. et puis juste attendre que tu es tiré au sort. Tu comme aucun moyen d'influencer ton tirage au sort. Wow. Wow. Donc, t'as ce stress-là, et puis ben, c'est OK. Tu vois, je fais partie, au final, 4 ans plus tard, je fais partie des personnes qui ont été tirées au sort. Mais après, si tu veux rester plus longtemps, tu dois te mettre dans la résidence permanente. Et puis, ça, c'est encore autre chose. Avec tous les documents que tu dois rassembler, tu dois prouver que tu as les moyens de rester au Canada et vivre au Canada. Je viens de passer ma visite médicale et puis j'ai appris que si tu étais diabétique, bah, ça allait être compliqué. C'est limite un retour à la case départ. Euh, Diabétique? ouais, c'est ce que le médecin Hey, de il y l'immigration a- m'a dit que, en fait, ben, ça représente un poids sur la société canadienne. Donc, en gros, franchement, c'est le truc que j'ai lu et j'ai lu et j'ai lu sur l'immigration canadienne. Et puis ça, je viens de le découvrir. Et puis, tu fais des prises de sang et des trucs. Wow. Franchement, tu crois juste les doigts que tu es que en t'as bonne. que t'as rien, mais la diabète, il y a bien plus pire que la diabète. Écoute, Oh, apparemment, c'est rentré il y a quelques années dans les critères. J'ai lu ça de nulle part. Je me fie au médecin qui est spécialisé dans l'immigration, mais c'est du stress du début à la fin. Et Wow. puis, j'espère juste qu'il n'y a rien qui va mal se passer. Mais, euh, mais comme je dis, moi, j'ai un parcours super simple. Parce que j'ai fait le test de langue, j'ai fait la reconnaissance du diplôme, etc. Mais tu as des gens qui sont médecins dans leur pays et puis qui arrivent ici et qui sont chauffeurs de taxi. Puis, sérieux, on a besoin de personnel médical. Alors, je dis pas qu'il faut reconnaître les médecins de tous les pays, mais peut-être travailler en amont, faire des partenariats entre les universités au Canada et les universités dans les pays où on sait qu'il y a des gros flots d'immigration. Enfin, il y a des choses à faire pour faciliter ça, surtout que le Canada fait beaucoup de prospection à l'étranger pour attirer des immigrants. Donc, puisqu'on fait ça, autant le faire jusqu'au bout et pas aller vendre des choses aux personnes dans des forums ou dans des choses. Et puis quand ils arrivent ici, quand ils arrivent, euh, ben, ils auront jamais en fait les mêmes qualités de vie. Et puis ça, c'est vraiment dommage. Mhm. Ben oui, parce que c'est ça, je pense, comme j'ai souvent été dans des Uber ou des taxis, puis une conversation avec les conducteurs, puis tu sais, ils viennent de la Turquie, puis là, ils disent ouais, tu sais, je suis chirurgien en Turquie, puis c'est comme quoi? Et ouais, puis ma femme est psychologue d'enfants, puis on peut pas les deux, on peut pas pratiquer, puis c'est comme puis chaque fois que je pense à ça, je suis comme man, juste arriver puis avoir besoin de faire face à un autre, quoi, 8 ans d'éducation pour refaire C'est ce que tu as ça. déjà fait, ça doit être juste Et, décourageant. et puis il y a des questions financières. Après, ces gens-là, souvent, ils se disent, mon enfant va avoir une meilleure vie, donc c'est pas grave. J'y vais. Mhm. Et puis, je sacrifie moi, enfin, je me sacrifie moi, et puis mon enfant aura une meilleure vie. Le truc, c'est que moi, en tant que maman, par exemple, j'ai une petite fille noire qui est au Canada depuis ses 2 ans, et puis qui va être... Elle est déjà vraiment super canadienne, là, dans ses habitudes, dans ce qu'elle aime, culturellement parlant. Et puis, toute sa vie, on va lui demander d'où elle vient. Donc, moi, quand on me le demande, je suis OK à 300%. Mhm. Elle, ça va être un peu plus dommage. Et puis ça, c'est la réalité aussi de l'immigration au Canada, c'est que on part du principe où il n'y a pas de Noirs au Canada, et puis c'est faux. J'ai fait mes recherches, et puis il y a des Noirs canadiens qui vivent ici depuis 500 ans, parce que à l'époque de l'esclavage, ils étaient déjà là. Et puis, ces gens-là, ils ont aucun autre point d'attache comme pays que le Canada. Puis, j'ai l'impression qu'on n'étudie pas ça ici parce que c'est comme inconnu comme phénomène, mais, euh, mais ouais, clairement, il y a une question identitaire. Et puis, ça, ben, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que le Canada doit adresser d'une façon ou d'une autre par rapport à l'immigration. J'ai une dernière question sur ça, que je vais te laisser continuer, Sarina. Mais tu penses-tu, toi personnellement, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre quelqu'un qui émigre de l'Angleterre ou de l'Allemagne qui sont euh, pas une minorité visible? Tu penses qu'il y a une différence dans leur réalité ou dans leur expérience, dans leur immigration? Ou tu penses-tu que... Oh, complètement. Cette Oh, personne, si elle, en fait, a moins d'un accent particulier ou quoi que ce soit,
ben, on va pas l'adresser comme un étranger. On va juste assumer que cette personne est canadienne. Mhm. Et puis c'est tout. Puis j'ai une connaissance qui me parlait de son immigration. Elle est dans un couple mixte, mais c'est elle qui est blanche. Et puis elle me disait le parcours d'immigration avec justement le partenariat, c'est difficile, mais on a eu un parcours super facile parce que on s'est pas dit que j'étais en train d'immigrer. Enfin, on s'est pas dit que c'était un faux mariage parce que je suis blanche et européenne. Et puis ça, c'est aussi une réalité. Wow, hein? Mais après, enfin, je suis pas en train de dire que le Canada, c'est le pire des pays, là. J'ai pas fait d'autres processus d'immigration ailleurs. Et puis en France, ça doit être super difficile, j'en sais juste rien. Mais c'est sûr que je trouve ça un peu dommage pour un pays qui se construit aussi sur l'immigration, ben de renvoyer les gens à d'où ils viennent. Puis c'est jamais fait méchamment, parce qu'en règle générale, franchement, les Canadiens sont tellement bienveillants et polis et tout ça. Mais tu sais, il y a cette espèce de curiosité sur «Oh, tu viens d'où?» Et puis, bah, il y a des gens qui, parce que bah, leurs parents sont nés au Canada et que eux, ils ont connu que ça, puis qu'ils sont allés dans le pays de leurs parents en vacances 2 fois dans leur vie, ben, disent bah, «Je suis Canadien». Mhm. Mhm. Et puis, la question, c'est ça, c'est à quel moment est-ce qu'on considère que pas juste son sentiment d'appartenance, c'est plus important que ce à quoi on ressemble. Wow. Mais avec toutes ces embûches-là, les défis, c'est quoi ton plus grand highlight de ce processus-là? Mais c'est quoi comme je disais, comme je disais, c'est les gens en fait. Moi, peut-être que je suis dans un cocon, mais honnêtement, j'ai rencontré des gens tellement géniaux depuis que je suis là. Euh, en fait, avec Covid, qui s'est mis sur le chemin, j'ai rencontré quasiment que des collègues de travail. J'ai pas vraiment eu l'occasion de rencontrer des personnes à l'extérieur, puisque ça fait des mois qu'on est un peu isolés. Et puis, mes collègues de travail, de mon ancien travail et de mon travail actuel, ils sont juste géniaux. Quand ils te disent, si je peux faire quelque chose pour toi, dis-nous, on va t'aider. C'est pas des paroles en l'air, là, c'est vrai. Genre, c'est pas juste par politesse. Puis j'ai eu 10 000 exemples de solidarité comme ça. Moi, mon ancienne boss, c'est une de mes meilleures amies, c'est ma famille ici. Et puis, je l'adore, je passe du temps avec elle et ses enfants. C'est comme, waouh, j'ai été accueillie, aidée depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Puis ça, vraiment, c'est ça qui t'aide à t'accrocher. Quels que soient les défis, tu sais que, waouh, ben, un peu comme ces chauffeurs de taxi qui renoncent à leur vie, tu dis, OK, ma fille va avoir une belle vie ici parce qu'elle va être entourée d'énergie positive. Mhm. Puis là, tu as mentionné quelque chose que j'ai complètement oublié de réalité de 2020, c'est que COVID, l'immigration puis COVID, ça a-tu eu un effet sur les processus ou est-ce que ça a juste continué un petit peu comme... Ça a eu un effet, par exemple, sur le permis avec lequel moi je suis arrivée. En ce moment, il y a quasi personne qui arrive avec ce permis-là. Ils ont annoncé qu'ils avaient à nouveau recommencé les tirages au sort, mais je suis pas très au fait de ce qui se passe. Après, ils continuent à attirer des personnes pour la résidence permanente. Continue, on va dire. Par contre, ça veut aussi dire qu'en tant que non-résident, t'es un peu isolé parce que moi, j'ai dû voyager à l'extérieur du pays pendant Covid et puis je vous raconte pas le niveau de stress. Je vous raconte pas, il fallait vraiment être ultra motivé, ce qui était mon cas, mais le niveau de stress, les documents, on m'a demandé l'acte de naissance de ma fille pour être sûre qu'elle a le droit de rentrer avec moi, Ben, de je pense revenir que avec moi. c'était ça la question quand tu en parlais. Tu sais, plutôt, c'était comme pas plutôt aujourd'hui, mais plutôt un autre jour, c'était comment compliqué c'était. Pas de te rendre, c'était de ramener ta fille. Comme que c'était ça le problème, que elle avait pas, elle avait pas une autre raison que le fait que toi t'étais là, hein, que c'était C'est ça. ça, exact. Son permis est rattaché au mien. Et puis,
le Canada a dit, OK, les travailleurs qui peuvent prouver qu'ils vivent dans le pays et qu'ils ont encore un employeur peuvent revenir. Donc, moi, j'avais une preuve de mon emploi, j'avais une preuve que je suis installée, que je vis quelque part. Mais ma fille n'avait pas ça. Elle ne travaille pas. Donc, du coup, j'ai dû demander une autorisation pour la faire revenir. Et puis, j'avais tellement peur parce que la réalité, c'est qu'on lui refusait de revenir. Ben, je revenais pas. Ben non. Donc, c'est ça. Et puis, même pour une durée temporaire, là, après, ça, c'est moi, c'est personnel, mais moi, même pas 2 semaines, je la laisse. Donc, c'était beaucoup de stress. J'étais vraiment motivée à partir. Et puis, super soulagée de revenir. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de stress. Et puis, je l'ai partagé ce stress avec tous mes collègues de travail. Je sais que tout le monde était là. Mon chef était là. OK, dis-moi quand t'es à la douane et quand t'as passé. Et puis, bon, ben, voilà, c'est venu. Ça s'est finalement bien passé. Mais c'est sûr que j'ai rien d'autre à dire que le stress que ça représente. Et puis, ma famille ne peut pas venir me voir, par exemple, parce que tant que je suis pas résidente permanente, j'ai pas le droit d'avoir de la visite puisque les frontières sont fermées. Donc, à cause de généralement. Non. En temps normal, oui, mais en COVID, non. Et puis, bon, bah, ça fait que les fêtes de Noël sont un petit peu différentes ou des choses comme ça. Mais franchement, c'est OK. Là, c'est la terre entière qui va pas bien en ce moment. Mais ouais, après, des défis de l'immigration, il y en a d'autres. Il y en a, donc je parlais des diplômes, ça vient aussi avec les ressources financières. Moi, ma première paye au Canada, j'ai pleuré. Genre, vraiment. Je me suis jamais sentie aussi vulnérable. Puis, je savais que j'allais être OK, mais c'était comme, waouh! Et j'ai quitté ma vie, mon niveau de confort, mon niveau professionnel, et puis je recommence à zéro. Puis ça fait partie du jeu. Mais il y a une différence entre le savoir et puis le voir sur le papier. Mais voilà, après, je suis OK. J'ai eu énormément de chance dans mon parcours et puis j'ai aussi beaucoup préparé mon arrivée. Puis je pense que ça a fait la différence. Okay. Oui, parce que je suis sûre que pas tout le monde arrive déjà ancré dans leur processus de job, dans leur processus de... C'est ça, en fait, la majeure partie des gens, ils sont ingénieurs et puis ils arrivent et ils commencent comme barista et puis après ils cherchent, mais faut que tu acceptes de reprendre à zéro. Ouais, moi, comme moi puis Camille, on vient du nord de l'Ontario. Puis on a déménagé à Ottawa pour différentes raisons, mais moi c'était pour l'école. Puis je peux même pas m'imaginer l'impact mental, physique, émotionnel, spirituel que c'est de déménager d'un pays à un autre, de changer de continent. Parce que moi, mon premier 3 mois à Ottawa, ma santé mentale, c'était pas idéal. Tellement que moi, mon père, à un moment donné, il a dit t'as une option de pas retourner, puis d'aller à l'école à Timmins, puis qu'on t'achète un char, puis c'est fini, t'as plus besoin de pleurer. Puis comme moi, j'ai juste décidé de finir mon année, puis là, dans mon 2e semestre, les choses ont commencé à mieux rouler, mais c'était rough, là, mes premiers 3 mois, puis ça, c'était juste à 8h30 de chez nous, avec je pouvais aller visiter n'importe quand je voulais, ma famille, j'avais de la famille à Ottawa, fait que l'impact ça doit avoir... Ben, après... Ça dépend pourquoi tu viens. Il y a des gens qui fuient la guerre, qui fuient des conditions de vie qui sont pas idéales et tout ça. Moi, je viens d'un pays développé où c'est correct, on va dire, où j'aurais pu encore vivre jusqu'à la fin de ma vie. Mais après, dans mon parcours personnel, j'ai déjà dû immigrer une première fois, au sens où je suis française, mais j'ai grandi en Amérique du Sud, puis jusqu'à la fin du secondaire là-bas. Et puis, pour aller à l'université, j'ai dû prendre l'avion, 8h30 d'avion, arriver en France métropolitaine, en Europe. Et puis, ma mère est venue avec moi. Elle est restée 1 semaine, le temps de m'acheter un lit, un frigo et des choses comme ça. Et puis, elle est partie. Et puis, j'avais 17 ans. Puis moi, j'ai genre super bien vécu ça. C'était comme, wow, j'ai mes clés. J'ai la vie d'adulte. Là, je vais pouvoir...
prendre des décisions pour moi et tout ça. Mais ça, c'était moi. Après, ça, c'est déjà un premier processus d'immigration, un peu comme toi qui quittes le Nord pour venir à Ottawa. Donc, il y a eu ça. J'ai appris à vivre comme ça. Qui fait que le Canada, c'est OK, c'est une autre migration. Et puis, en termes de santé mentale, je pense que la différence qu'il y a eu avec ma première immigration, c'est vraiment le fait que là, je suis venue avec ma fille. Je suis arrivée avec un enfant de 2 ans et 4 valises. Et puis, dans les 4 valises, il y en avait 3 pour elle. Et puis ça, tu sens le poids des responsabilités sur tes épaules. Parce que là, si ça marche pas, c'est retour à la case départ. Et puis, t'as pas le choix, là. Il faut que ça passe parce que, il faut qu'elle mange, qu'elle boive, qu'elle soit en bonne santé, en sécurité. Et c'est pour ça que je reviens sur l'histoire de la première paye. C'était vraiment horrible pour moi parce que je me suis dit, on était en octobre, quelque chose comme ça. Et puis, je me suis dit, il se passe quoi si j'arrive pas à lui acheter un cadeau de Noël? C'était comme, j'en ai pleuré. Et puis, je vous dis ça, j'ai les larmes qui reviennent. Et ça, là, c'est ça qui a été dur. Parce que le reste, je sais pas moi, ma profession, tout ça, c'était pas grave. C'était, OK, est-ce que je vais y arriver? Et puis, en sentant que j'aurais eu des backups, là, mais j'ai appelé ma sœur en France, ma cousine à Londres, et puis j'aurais dit, OK, là, ça va pas. Et puis, elles étaient super inquiètes, et puis je pleurais, mais j'étais là comme, OK, je sais que ça va aller. Juste maintenant, faut que ça sorte. Parce que maintenant, c'est super dur. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas quel cadeau de Noël je vais lui acheter. J'étais à fond sur ça, et puis on était en octobre, et puis les choses ont été correctes, mais je pense que c'est l'impact de voir les chiffres sur le papier qui m'ont fait mal, parce qu'en fait, j'ai accepté de travailler quasiment gratuitement. J'ai travaillé comme une malade. Je compte pas le nombre d'heures par semaine aux communications dans un organisme. Et puis, j'avais un vrai travail, là. Et puis, j'ai accepté d'être payée quelque chose comme $140 toutes les 2 semaines. Je ne sais pas si vous imaginez. Et puis, je devais payer le loyer, la garderie, la nourriture, les équipements, tout ça. Oh, 140. Et puis, j'avais vendu ma voiture, donc j'avais de l'argent de côté, mais tu sais, il n'y a rien qui rentre, il n'y a que des choses qui sortent. Puis, la pression, elle est là parce que tu te dis, OK, c'était pour avoir l'expérience canadienne, pour pas justement devenir barista, parce que j'avais besoin d'un travail avec des horaires classiques et j'avais besoin d'un travail dans mon domaine pour pouvoir rebondir. Donc, la paye, c'est une chose, mais le titre et le niveau d'emploi, la catégorie d'emploi, elle était bonne. Elle était au niveau de ce à quoi je prétendais. Donc, et puis ça m'aide aujourd'hui dans le processus d'immigration, d'ailleurs. Mais j'étais pas payée, pas vraiment. Donc, ouais, c'était un coup dur. C'était un sacré coup dur. Donc, après, je suis quelqu'un d'assez résilient. Je sais que je me bats aussi pour montrer à ma fille que tu peux tout faire dans la vie. Tu peux tout faire. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de choses improbables ou irréalisables. Ça n'existe pas. Tu vas te battre, tu vas avoir des obstacles, tu vas trouver une autre stratégie et puis tu vas le faire. Tu vas continuer. Puis après ça, c'est ma façon de vivre. C'est comme... Et puis juste le fait de faire ça, si je peux inspirer quelques personnes, moi, j'ai gagné. Moi, ce qui me motive dans la vie, c'est vraiment d'aider les gens à s'épanouir, à garder leur liberté d'agir, de penser, de rêver, à vraiment dire que je vais pas laisser une condition extérieure, mon environnement, mes finances, mes origines, se mettre à travers de mon chemin. Ça, c'est no way. Ça, c'est juste la chose qui me fait me battre encore plus. Donc, c'était correct, là. C'est quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent passer à travers ce processus-là? De beaucoup se renseigner, beaucoup lire. L'immigration canadienne, c'est vraiment... chaque cas a ses particularités. Donc, il faut vraiment beaucoup se renseigner. Même si tu passes par un avocat en immigration, honnêtement, lis quand même.
lis, renseigne-toi pour pas te faire tomber dans des pièges. Il y a plein de scams, il y a des gens, il y a je sais pas si c'est des entreprises ou ce que c'est, mais qui appellent des gens qui vivent à l'étranger, qui leur disent ouais, si tu me donnes tant d'argent, je te fais venir au Canada. Et puis il y a des gens qui tombent dans le piège. J'ai lu pas mal d'articles sur ça. Il y a beaucoup d'arnaques. Le gouvernement jamais ne va te téléphoner, jamais. Et puis ça, il faut le savoir. Que si tu reçois un courrier du gouvernement, ils vont t'écrire dans ta boîte mail pour te dire, va regarder dans ton espace sur le site, tu as reçu un message. Genre, jamais tu vas recevoir un mail, jamais tu vas recevoir un appel, jamais tu vas recevoir un SMS en direct du gouvernement. Puis il y a plein de gens qui tombent dans ça. Il y a du monde au Canada qui tombent là-dedans, comme il y a du monde ici qui tombent dans ces arnaquages-là. Oh oui, oui. Il y a des gens qui perdent les économies d'une vie comme ça. Donc, vraiment, beaucoup se renseigner. Et puis, plus tu vas arriver comme une personne qualifiée, plus tu vas avoir des chances d'avoir une bonne vie. Et puis, je pense qu'il y a aussi des réseaux de solidarité. Moi, je l'ai trouvé chez mes collègues de travail, mais des fois, il y a des organismes communautaires qui aident, qui donnent des conseils. Je pense que moi, j'ai jamais vraiment utilisé ce type de service parce que j'ai pas eu le réflexe dans ma vie d'avant d'utiliser ce genre de service. Mais je pense que c'est utile de savoir que ça existe et qu'il y a des gens qui sont là pour vous parce que sinon, c'est super dur. Il faut se trouver un réseau de solidarité. Moi, j'ai pas vraiment... Tu sais, mes parents, ils sont pas là. Ma sœur, elle est pas là. Alors après, c'est facile. Aujourd'hui, tu t'appelles sur WhatsApp et tout ça. Mais c'est comme au quotidien, si j'ai besoin d'une aide quelconque avec ma fille ou quelque chose, il faut que tu aies un réseau de solidarité. Moi, pour acheter une voiture, par exemple, je vous raconte pas le parcours du combattant pour acheter une voiture parce que je voulais un crédit et puis les banques étaient là comme no way, je te prête pas d'argent. Je te prête pas d'argent, tu pourrais partir du jour au lendemain. Puis c'est correct, c'est juste que j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. Et on m'a dit, OK, il faut qu'un Canadien te cautionne. Puis j'étais là comme, je connais, les Canadiens que je connais depuis longtemps, ça fait genre 4 ou 5 mois. Je peux pas demander à quelqu'un d'être caution garant sur ma voiture. Ça ne marche pas. Parce que s'il y a quoi que ce soit, cette personne sera impactée, son crédit, ses finances, etc. J'en ai parlé ici et là. J'ai pas demandé à qui que ce soit, mais je racontais mon aventure. Et j'ai une collègue de travail qui a co-signé mon prêt automobile. Wow, je sais pas si vous imaginez, mais c'est comme incroyable. Genre, ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais, ça. Puis, ça m'a aidée parce que, en plus, avec Covid, je sais pas comment j'aurais fait sans voiture. Donc, c'est comme, j'ai eu énormément de chance, puis j'ai eu énormément de solidarité autour de moi. Et puis, je pense que bien s'entourer, partager aussi avec des gens qui sont passés par là avant ou qui sont en train de passer par là. Il y a plein de forums sur Internet, etc. pour s'échanger des inquiétudes, des questions, des informations. Je pense que ça fait la différence. Ouais, ben définitivement. Puis je pense que c'est ces systèmes d'appui-là qui font en sorte que c'est possible. Parce que sinon, si tu ferais ça tout seul, surtout avec quelqu'un qui est dépendant de toi, comme tu sais, moi, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, quand je parle à l'immigration, je pense toujours à comme chaque individu comme étant comme singulier, mais c'est pas comme ça fonctionne. Il y a des enfants, il y a des grands-parents, des parents qui sont peut-être plus âgés, qui sont dépendants, tu sais, je peux même pas imaginer, sérieusement. Je trouve ça super brave parce que mais après, c'est ma réalité. En Ontario, ça a été top. C'est ma réalité, donc je m'en rends pas forcément compte. Je m'en rends compte parce que je discute avec vous maintenant et que c'est l'occasion pour moi de poser un regard sur ce qui s'est passé ces dernières années. Mais il y a des réseaux de solidarité. Et puis, juste en tant que francophone en Ontario, je sais pas si c'est le fait d'être une minorité, il y a une vraie solidarité parce qu'on a le lien de la langue, ça compte beaucoup. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le contact avec la communauté franco-ontarienne. C'est vraiment quelque chose qui nous lie, en fait, la langue, et aussi, je pense, parce qu'ils sont minoritaires au pays et qui savent ce que c'est, en fait, d'être en situation minoritaire ou opprimée ou désavantagée d'une façon ou d'une autre.
Ben, je pense qu'on a pas mal fait notre 30 minutes. Je veux juste checker avec Camille. Oui. Donc, je veux juste te dire un gros merci, Sarina, sérieusement, d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous autres. C'est vraiment super. Puis, j'en ai appris énormément juste de toi, puis du processus. Ouais. Donc, un gros merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et puis, c'était vraiment un plaisir. Et puis, une belle opportunité de repenser à tout ça. C'est vrai que le temps passe, et puis on se rend pas compte de ce que c'est que d'immigrer dans un pays étranger. Et puis, si je peux aider les gens juste par mon parcours, de dire que c'est possible, que ça va bien aller, même s'il y a des fois où c'est super dur, c'était un plaisir. Mais tu es clairement une parfaite modèle accessible pour ce sujet-là. Si les gens veulent te suivre ou sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Oui, je suis sur Instagram, donc Sarina Aselas, et puis ou LinkedIn, pareil. Parfait. Ben, merci beaucoup, puis merci aux auditeurs et aux auditrices. N'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux de la FO pour les prochains épisodes. Donc, à Commercial Mon Assemblée sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Puis, dans le prochain épisode, on va parler de la migration du nord de l'Ontario à l'est de l'Ontario avec une invitée que vous connaissez très bien. Donc, à bientôt et merci encore, Sarina. Merci, bye.